Alors le thème de notre échange, vous l'avez titré l'océan, le climat et nous. On va avoir 2-3 images, pas grand-chose, mais c'est pour peut-être illustrer certaines des choses dont vous allez nous parler. On va revenir à des éléments de définition pour parler de ce changement climatique, de la place de l'océan. Au-delà de la question du changement climatique, il y a une machine climatique. Notre Terre, la planète, est le siège d'une machine climatique et l'océan y joue son rôle. Quel est-il? Alors, d'abord, je voudrais remercier l'amiral Krasuk de son invitation. Je me réjouis de cette journée. C'est vrai qu'on pense depuis l'arrivée de l'Institut de l'Océan, l'océan prend des belles couleurs à Sorbonne Université. Donc, merci pour tout ça. Alors, si vous voulez bien, avant de plonger dans les profondeurs de l'océan, on va prendre un peu de champ et partir à la fin des années 60. Les astronautes du programme Apollo ont été les premiers à s'éloigner de la Terre et prendre une photo de l'ensemble de la Terre. Et en fait, ça a donné deux résultats inattendus. Le premier, c'est que, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé de nom sur notre planète. On l'avait appelé la Terre, alors qu'on aurait dû l'appeler la mer. Ouais. Il y a 70% de la surface qui est recouverte de mer. Et l'autre, c'était une émotion intense. Donc, peu d'entre nous s'en souviennent peut-être, ou en tout cas non. Mais de voir pour la première fois la planète en entier, de voir sa solitude dans l'espace, de voir aussi sa beauté. Donc, c'était un grand moment de... Ils appellent ça l'overview effect, je crois. Voilà, alors la Blue Marble, la bille bleue, enfin bon, il y a un certain nombre d'impacts. Mais donc si on regarde notre planète, il y a effectivement un certain nombre de... On reviendra sur les images tout à l'heure. Donc il y a les continents où on vit, on le disait tout à l'heure, on est des terriens, on n'a pas forcément eu conscience, ça a mis beaucoup de temps à se rendre compte de l'ensemble des autres composantes de notre système climatique, surtout la partie océanique, mais aussi la cryosphère, les pôles, on en parlait tout à l'heure. Et donc, il y a les continents qui portent une grande partie de la biodiversité terrestre, mais il y a aussi une grande biodiversité dans l'océan. Donc, la machine climatique, c'est toutes les interactions entre ces différents éléments physiques, biologiques, chimiques. Mais bien sûr, c'est aussi le vivant et nous. C'est pour ça que l'aspect... Alors, l'océan, lui, dans cette machine, je vais revenir sur le fonctionnement dans un instant, en fait, il a une inertie thermique très forte. Les 2 premiers mètres de l'océan, rendez-vous compte, contiennent autant d'énergie que les 70 km de la colonne atmosphérique au-dessus, donc par être surface d'un mètre carré. Et donc l'océan faisant en moyenne 4000 mètres de profondeur, on voit bien que l'inertie du système climatique, elle est vraiment dans l'océan. Donc cette inertie, en fait, ça fait que l'océan, c'est la mémoire du climat. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième, c'est d'être aussi un gardien des équilibres. Puisque pour l'océan, il est facile à perturber, l'atmosphère, est facile à perturber, l'océan, il faut y aller, donc il va tempérer les choses. Et on voit bien d'ailleurs le climat en Bretagne, ce qu'on appelle le climat plus doux, plus océanique, tempéré, que dans l'est de la France, l'océan présent. Ensuite, ça va être aussi un acteur des variations lentes du climat. Donc c'est vraiment ces 3 aspects qui font le rôle spécifique de l'océan. Une sorte de zone tampon, quoi. Voilà, ça donne un effet tampon, on va dire, c'est un effet d'inertie. Alors, cette machine climatique dont vous parlez, comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, je ne sais pas si on... Alors, il y a... Bon, c'est pas la petite zapette. Peut-être, on peut peut-être passer la première image qu'avait prévue. Sinon, on va faire sans, il n'y a pas de souci. La petite zapette a peut-être disparu. Elles disparaissent toujours, ces zapettes. Donc, en fait, si le forçage, disons que l'énergie qui arrive sur le système Terre, ça vient du Soleil. Or, le fait que la Terre soit ronde fait qu'il y a, par unité de surface, il y a plus de Soleil qui va arriver dans les tropiques qu'au plus haute latitude. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Par contre, la chaleur réémise par la Terre, elle est à peu près constante. Donc, si on fait un bilan d'énergie, on s'aperçoit qu'il y a un excès d'énergie dans les tropiques, et au contraire, plutôt une perte dans les plus hautes latitudes. Alors, s'il ne se passait rien, ça chaufferait dans les tropiques, et ça se refroidirait dans les plus hautes latitudes. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que les courants océaniques et la circulation atmosphérique transportent cet excès de chaleur des tropiques vers les plus hautes latitudes. Donc en fait, on a un thermostat à l'échelle de la planète, un thermostat géant,
Et l'océan et l'atmosphère travaillent de concert, différemment, puisqu'ils n'ont pas les mêmes... Donc vraiment, l'océan joue ce rôle de thermostat avec l'atmosphère. C'est vraiment ce rôle important qu'il joue. Et ce que vous me disiez quand on avait discuté en préparation de cet échange, c'est qu'il est important d'avoir vraiment cette vision dynamique du climat. C'est pas quelque chose de stable. Bon, on y est habitué, parce que médiatiquement maintenant, le propos sur le changement climatique c'est bien installé. D'ailleurs, on pourra peut-être le chiffrer, hein, de combien finalement on a augmenté en 150 ans. Mais voilà, cette vision dynamique, elle est importante. Alors ça, c'est vraiment le résultat de la recherche des dernières 50, 60, 70 ans. Hein. Ça, je ne sais pas où on va commencer, il faudrait discuter avec les historiens pour voir comment les sciences du climat ont réussi à sortir de la vision un peu figée, géographique, des 24 climats de la Terre, qui sont toujours les mêmes, avec des petites variations, à une vision extrêmement dynamique d'une Terre avec des flux, des réservoirs, des échanges entre ces réservoirs. Et ça a été vraiment de comprendre le cycle de l'énergie, le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Donc c'est vraiment une vision extrêmement dynamique maintenant qu'on a de ce système, mais qui est en même temps assez relativement robuste, stable, avec ces variations. C'est comprendre ces deux éléments. Alors, bien sûr, le climat, quand on parle de réchauffement climatique, hein, il y a 1,1 degré de réchauffement depuis l'ère industrielle. Aujourd'hui, on sait, sont liés à l'activité humaine, on va y revenir. Donc vous dites 1,5 degré en 150 ans. Non, 1,1. 1,1. On est quand même en dessous. Voilà, c'est à peu près 1 degré. Alors, vous allez me dire 1 degré, c'est pas beaucoup. Quand on a une variation de 15 degrés dans une même journée, qu'est-ce que vous nous embêtez avec un demi-degré, 1 degré? Oui, c'est l'argument hein, qu'on entend toujours. Et en fait, c'est la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, il y avait 5 degrés de moins en moyenne sur la Terre. Donc quand on parle de réchauffement de quelques degrés, c'est beaucoup. Une autre image, vous prenez votre température à vous, plus 1 degré, c'est 38 de fièvre, donc c'est pas rien, bon, vous pouvez le gérer. Plus 2 degrés, 39, là vous restez chez vous, vous restez au lit. Plus 4 degrés, si on ne change pas nos trajectoires d'émission de carbone, vous êtes en réanimation à l'hôpital. Oui, Hein, donc en fait, chaque demi-degré va avoir un impact important pour ce niveau. Maintenant, et ça pour moi c'est quelque chose d'important, cette vision en degrés est très réductrice, c'est bien plus complexe. Le système Terre, c'est une image qu'on prend, une vision que nous, climatologues, on utilise pour la moyenne. Maintenant, dans les décisions de société qu'on prend, il ne faut pas réduire ça à que des degrés de réchauffement. Ça, on y reviendra après. Alors, là, on parle, on a utilisé l'expression, on a parlé du changement climatique, du réchauffement climatique, mais là aussi, j'aimerais bien qu'on revienne sur des éléments de définition, parce que cette expression qui est omniprésente maintenant, finalement, elle recouvre quelle réalité, quel mécanisme? Qu'est-ce que c'est que ce réchauffement climatique pour un scientifique? Alors, pour que nous, on puisse dire réchauffement, changement, on revient sur les termes après, hein, ils sont moins importants, il a fallu qu'on comprenne les mécanismes qui faisaient varier le climat, déjà. Donc ça, c'était tout notre travail de chercheurs depuis des dizaines d'années. En fait, il y a 3 sources externes qui font varier le climat, et puis il y a des sources internes. Donc les sources externes, on en a parlé d'une à l'instant, c'est les éruptions volcaniques, par exemple. Une autre, bien sûr, c'est les variations d'ensoleillement, puisque c'est ça qui apporte de l'énergie. Donc les cycles glaciaires, interglaciaires, les saisons, le fait qu'il y ait moins de taches solaires, tout ça a un impact sur le climat, fait des petites variations très lentes. Oui, il y a une météo du soleil qui est primordiale. Voilà. Mais donc ça, on l'a étudié. Et puis la troisième source de variation qu'on appelle externe, c'est les variations de gaz à effet de serre, ces fameux gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui sont dans l'atmosphère, qui vont être à peu près transparents au rayonnement solaire qui arrive, mais la chaleur réémise en ondes longues, là, ces gaz ne sont plus transparents, donc ils vont être excités par le rayonnement et renvoyer de la chaleur vers le sol. Donc à l'entrée, il ne se passe rien, et c'est au retour qui joue le rôle de rebondisseur. Voilà, qu'on garde vers la surface de la Terre. D'ailleurs, sans effet de serre, il ne ferait pas 15 degrés en moyenne sur la Terre, 14 en 1850, 15 aujourd'hui, il ferait moins 18. Oui, l'effet de serre, c'est quelque chose de vertueux quelque part. C'est essentiel. Et donc, là, rien que par ce mécanisme qui est connu depuis la fin du 19e siècle, là, on voit tout de suite que si on augmente la quantité de gaz à effet de serre, on va garder plus de chaleur vers la surface de la Terre. C'est effectivement ce qui se passe. Et en fait, ça, c'était prévu depuis... Enfin, le mécanisme était connu depuis longtemps, mais on pensait que, dès la fin du 19e, on pensait que les émissions du charbon
commençant, ça aura un impact. On pensait que ça mettrait des milliers d'années à venir. En fait, de comprendre le cycle du carbone nous a permis de dire, non, en fait, on est déjà dedans, ça arrive plus vite que ce qu'on pouvait penser. Alors évidemment, encore une fois, on parle de l'océan aujourd'hui, donc ce changement climatique, il a... Donc changement climatique, réchauffement climatique, finalement, c'est quoi la terminologie la plus adaptée? Je pense que le meilleur terme, c'est changement climatique, parce que le réchauffement est une des manifestations du changement climatique, mais il y en a de nombreuses autres. Hein. L'augmentation du cycle hydrologique, ce genre de... Donc nous, on préfère parler de changement climatique. Alors, une des conséquences, c'est donc évidemment au niveau de l'océan. Il y en a plusieurs. Il y a la montée du niveau de la mer, l'acidification. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, effectivement, c'est ce qu'on a compris dans ce cycle planétaire, c'est que l'océan, donc, l'inertie est dans l'océan, donc l'océan capte à peu près 90% de la chaleur additionnelle qu'on garde de la surface de la Terre, et aussi absorbe à peu près un quart des émissions de dioxyde de carbone, hein, puisqu'on parle de gaz à effet de serre, le principal gaz à effet de serre actif, c'est le dioxyde de carbone, ensuite il y a le méthane, il y en a d'autres. Aujourd'hui, sur les 40 milliards de tonnes de CO2, à peu près 50 maintenant qu'on émet chaque année, il y en a à peu près, il n'y a que la moitié qui reste dans l'atmosphère, responsable de ce 1,1 degré de réchauffement. L'autre moitié est absorbée à part égale par les surfaces continentales, donc la végétation qui pousse plus, et par l'océan. Et donc l'océan, c'est un allié dans la bataille contre le changement climatique, puisqu'il limite la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais ça a une incidence aussi. Mais ça a un coût, et j'y arrivais, ça a un coût sur lui. D'abord, il va se réchauffer, donc un océan qui se réchauffe se dilate, et donc le niveau de la mer monte. Aujourd'hui, on a à peu près entre 10-15 cm d'augmentation du niveau de la mer depuis 1900. La moitié est due à la dilatation de la mer, et l'autre moitié vient de la fonte des glaciers continentaux. Alors, pas de la glace de mer qui flotte, hein. Ça c'est Archimède, hein. Vous faites fondre un glaçon dans votre verre, le verre ne va pas déborder. Mais si vous avez de la glace posée sur un socle rocheux, soit des glaciers continentaux, soit les calottes polaires, Groenland, Antarctique, là ça rajoute de l'eau. Hein. Donc aujourd'hui, on a une augmentation de quelques millimètres par an qui viennent de ces deux sources. Donc ça, c'est un premier impact, l'augmentation au niveau de la mer. Le deuxième, si vous absorbez du dioxyde de carbone, vous le dissolvez dans l'océan et vous rendez l'océan plus acide. Et ça a un impact sur la chaîne alimentaire. Il y a par exemple la calcification de certains organismes va se faire plus difficilement avec un pH qui va diminuer, hein, donc qui va être une eau un peu plus acide. Alors même si c'est des changements tout petits par rapport à une expérience qu'on peut faire en chimie sur le paillasse, c'est des variations qu'on n'a jamais vues depuis des millions d'années. Alors ça concerne quel type d'organisme? Ça va être tout ce qui est toutes les familles d'animaux planctoniques. Alors il y en a toute une zoologie, hein, je ne vais pas me lancer dans les décrire, mais en fait ça va du coup soit les repousser vers des zones où l'acidité leur conviendra mieux. Alors il n'y a pas que l'acidité qui pousse les espèces dans l'océan, qui les fait déplacer, il y a aussi bien sûr la température, la salinité, l'oxygène. Hein, c'est tous ces changements. Aujourd'hui, on sait à peu près, on a pu mesurer que les espèces se déplacent vers les pôles d'à peu près 5 km par an en moyenne. Hein, donc ça participe au déplacement d'espèces. La surpêche vient modifier aussi les écosystèmes. Donc beaucoup, en fait, ce qu'on peut dire sur ces impacts du changement climatique, c'est qu'on les voit, ils se rajoutent à d'autres impacts. Souvent, c'est très difficile de faire la part, hein, puisque c'est souvent des impacts multifactoriels. Mais voilà, les bouleversements climatiques participent de ces... Il y a peut-être une tentation aujourd'hui aussi qui consiste à, si je puis dire, tout mettre sur le dos du changement climatique, ce qui peut être contre-productif aussi. Alors oui, il y a un bon exemple justement, c'est les petites îles. On a dit voilà, les atolls de sable vont disparaître avec le niveau de la mer qui monte. Et d'ailleurs, les pays, les gouvernements de ces pays se sont emparés de ça en disant voilà, nous allons en fait, les études scientifiques qu'on a montrent déjà qu'un atoll suit le niveau de la mer, puisque c'est les vagues qui apportent le sable qui contribuent à ça. Alors ça se passe lentement, mais au rythme actuel, ça reste valable. Et qu'aujourd'hui, les problèmes que rencontrent ces îles sont autant liés à la modification du trait de côte, à des aménagements qui ont été faits, de supprimer la mangrove, d'autres aspects. Donc c'est extrêmement compliqué, et c'est vrai qu'il peut y avoir une géopolitique
justement, puisqu'on parle de ça, de certains pays qui vont faire porter la responsabilité à d'autres des actions qu'ils ont eux-mêmes menées. Donc je pense que c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, l'origine du 1,5 degré dans l'accord de Paris, plutôt que 2, il est là. C'est ces pays qui prennent date. C'est pas, d'ailleurs, ces seuils de 2 degrés, 1,5 degré, ce n'est pas des seuils géophysiques, c'est des seuils politiques. Il n'y a pas... nous, scientifiques, on ne va pas dire tout va bien jusqu'à 1,95 et tout s'effondre à 2,05. Chaque tonne qu'on émet, chaque dixième de degré a un impact. Maintenant, les sociétés se fixent des objectifs. Et voilà, mais c'est pas des seuils géophysiques, ça c'est important de garder ça en tête. Alors dans la question des objectifs, il y a la question de l'adaptation aussi. Comment on fait pour s'adapter à cette montée du niveau de la mer? Alors effectivement, donc l'adaptation est un vrai sujet, c'est en gros les deux sujets qu'on a face au changement climatique. Il y a un sujet qui est l'atténuation, limiter nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le problème à la source, mais il y a une part inéluctable de changement, de cette inertie dont on parlait, et donc il va falloir s'adapter. Et donc l'adaptation au niveau océan, par exemple sur le niveau de la mer, ça peut être de faire des digues. Les Pays-Bas, ils gèrent le trait de côte et le niveau de la mer depuis des centaines d'années, donc on sait faire, mais à quel coût, à tous les niveaux. Ensuite, ça peut être d'adapter le bâti. Par exemple, certains pays faire des bâtiments sur pilotis. Dans d'autres, ça va être une des conséquences du niveau moyen de la mer qui monte, c'est quand il y a des phénomènes extrêmes, ça fait des intrusions marines qui vont par exemple aller détruire des récoltes. Certaines espèces, des variétés agricoles ne sont pas adaptées à de l'eau salée. Mais on peut peut-être en développer certaines qui s'adapteraient à de l'eau salée. L'autre type d'adaptation, c'est le repli, l'abandon, les migrations. Vous avez peut-être en mémoire ce bâtiment à Soulac-sur-Mer qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Le Signal, c'est ça, voilà, Signal. Qui avait été construit à 200 mètres de la côte et qui peu à peu, avec la dune partant, il a fallu évacuer le bâtiment avec les questions qui est responsable, qui paye. Le bâtiment qui va être détruit, je crois, voilà, cette année. Exactement. Donc en fait, c'est une variété, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment important de garder en tête que tous ces choix de société qu'on va faire sont multifacteurs. Le climat et son changement, c'est un des facteurs, une des vulnérabilités. D'ailleurs, les Nations Unies l'ont bien montré en disant qu'il n'y a pas que le climat comme objectif du développement durable, il y en a 17. Et suivant les pays, les situations, le choix des priorités et comment les mettre ensemble ne va pas être le même. Donc, il y a besoin d'en discuter. Alors justement, comme là, on glisse vers la fin de la vingtaine de minutes, c'est imparti pour notre échange, j'aimerais bien que vous parliez justement de la façon dont la société peut s'emparer de ces sujets et comment le scientifique peut créer cette porosité entre sa connaissance et l'implication de la société. Là, vous menez des actions là, qui sont assez intéressantes, j'aimerais bien qu'on en parle. Il y a votre rôle dans Office for Climate Education, vous donnez des éléments de langage, en quelque sorte, aux profs. Alors j'espère que ce n'est pas que des éléments de langage. Oui, mais c'est pas bien comme expression, éléments de langage. Effectivement, on se pose la question, nous climatologues, depuis maintenant 10-15 ans, qu'on se retrouve en prise avec la société, comme on ne l'a jamais été avant, sur, du coup, notre engagement public et sa responsabilité. Quel est le rôle du scientifique dans la société? On a eu des travaux pratiques extraordinaires avec l'épisode Covid. On a vu que ce n'était pas simple. Donc nous, sur nos problématiques, on se pose aussi ces questions. Oui, ça bourgeonne de tous les côtés. Maintenant, on voit que la science, elle est partout. Voilà. Si les scientifiques n'articulent pas un propos vers le grand public, il y a quelque chose qui ne passera pas. Et donc nous, on a un rôle de fournir de la science fiable, c'est-à-dire à la fois qu'elle soit robuste, qu'elle suive la démarche scientifique, la revue par les pairs, enfin, tout ce qu'on connaît, mais aussi qu'elle soit pertinente. Pertinente pour les problèmes de société. Et c'est là où donc, il y a besoin d'engager un échange avec la société. Et nous, en tout cas scientifiques des sciences physiques et naturelles, on n'est pas forcément formés à ces questions. Donc on monte en compétences, on apprend. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de modestie à avoir, puisque beaucoup des réponses aux questionnements soulevés par le changement climatique n'appartiennent pas aux scientifiques du climat, mais à une discussion de société. Et il faut qu'on soit dans la salle, mais je pense que ce n'est pas à nous de mener la discussion. Par contre, on a un rôle sur, effectivement, amener la connaissance et l'éducation à tous les niveaux. Et ce qu'on fait dans l'Office for Climate Education, c'est d'apporter aux enseignants du primaire et du secondaire la connaissance scientifique c'est compliqué, le changement climatique ou la perte de biodiversité, toutes ces questions environnementales, mais aussi les savoir-être et les savoir-faire à transmettre pour que les enfants deviennent des citoyens avec un esprit critique,
en comprenant quels sont les enjeux, en ne tombant pas dans des solutions faciles ou étroites. On a beaucoup qui sont tendus dans la société, on voit bien autour de nous, qui disent j'ai la solution. Ouais. Et en fait d'amener, je pense, bon, on en parlait dans notre échange, mais je suis de plus en plus convaincu que ce défi environnemental, il n'y a pas une solution ou des solutions à mettre en œuvre, on ne les a pas mis en œuvre parce que, alors au choix, on n'a pas assez écouté les scientifiques, il y a des méchants, Total ou d'autres. Voilà. Je pense que c'est plus un... C'est comme la démocratie et les droits de l'homme, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte en permanence dans chaque décision qu'on va prendre. Et c'est, voilà, je pense que c'est en fait une opportunité extraordinaire pour redéfinir notre vivre ensemble. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand on discutait, c'est que vous disiez cette crise, elle pose la question du récit. Le récit qui est porté par les scientifiques. Et aujourd'hui, on constate tous, le récit, il est basé sur la peur. Et finalement, c'est peut-être pas le bon braquet. Hein. Alors, on a des grands débats là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est pas que aux scientifiques de porter un récit, et de moins en moins. C'est vraiment à la société de s'en emparer. C'est vrai qu'aujourd'hui, le côté catastrophisme, faire peur, c'est un nom qui a été utilisé pour que les gens se réveillent et prendre conscience. Donc peut-être que ça a eu un effet à une époque, peut-être qu'auprès de certaines personnes ça a encore un effet, mais je pense qu'ensuite il faut passer à l'étape suivante, qui est de se projeter positivement vers un avenir, parce qu'on ne va pas agir pour enlever du négatif. Ça, je pense que c'est pas très motivant, de dire faut arrêter ceci, faut pas faire cela, mais c'est plutôt voilà, vers quel monde on veut aller, et en chemin on va résoudre des problèmes. Donc pour moi, de placer le débat, et c'est un débat compliqué, parce que c'est sur les valeurs, c'est ce qui est sur important, le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, l'équilibre entre plusieurs de ces 17 objectifs du développement durable. Donc moi je trouve que c'est passionnant, donc le récit qu'on fait, les arts peuvent apporter tout ça, on a tous à travailler sur la façon dont on met en récit ce défi qu'on a. Et ça, cette perspective, elle m'est vraiment venue quand on va auprès de jeunes, on ne peut pas leur dépeindre un avenir noir. Éthiquement, moralement, c'est juste pas possible, et en plus c'est pas ce que la science dit. Donc voilà, il faut réfléchir, on est sur une trajectoire, on voit des limites, et c'est une opportunité vraiment pour réfléchir à ce qu'on veut.